Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du hacking et on va hacker un site internet, on va dire, ou plus ou moins un serveur, ou en tout cas un service Python. Mais je vous rassure, on va pas finir en prison. Tout ça, c'est dans le cadre d'un CTF, donc c'est dans un cadre légal. Je ne finirai pas en prison pour quelques vues sur YouTube. Il s'agit d'un exercice de cybersécurité, hein. On le fait par le biais de TryHackMe, qui est un super site où il y a plein de machines à hacker pour apprendre la cybersécurité, entre autres. Et ici, donc je me connecte en fait dans le réseau TryHackMe, et c'est dans le réseau TryHackMe qui est sécurisé et autorisé de faire cette attaque directement par le biais de ma victime. Donc ma machine se connecte à la machine du réseau TryHackMe, donc je ne suis pas là dans le cyberespace à faire n'importe quoi. Avec ce challenge qui s'appelle Pirate sur TryHackMe, on a un énoncé. Et dans cet énoncé, en fait, on a quelques informations intéressantes qui nous sont données. On nous parle de serveur HTTP, de Python, bon, c'est un peu indiqué dans le nom, PY, hein, c'est pour .py, pour les fichiers Python, et on nous parle de plein de choses. Là, l'idée, c'est déjà d'avoir un plan avant de faire quoi que ce soit. Et la première étape d'un plan, c'est déjà de faire de la reconnaissance, de savoir à qui on s'attaque et à quoi on s'attaque exactement. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de voir là à l'écran, c'est ce qu'on appelle la cyber kill chain. Cette cyber kill chain, en fait, c'est les étapes théoriques que prennent les attaquants dans la vraie vie. Et on va suivre un petit peu ces étapes-là directement, en plus simple, honnêtement, hein, avec beaucoup moins de choses à faire. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. On va essayer de devenir administrateur de la machine. L'étape de la reconnaissance, on le fait en utilisant un outil qui s'appelle Nmap, Network Mapper. C'est un outil qui va scanner tous les ports ouverts sur la machine ou sur l'adresse IP qu'on lui indique. Et lui, par exemple, il va demander est-ce que le port 22 il est ouvert ou pas. Et on va avoir une réponse de la part de la machine. Parfois, il n'y a pas de réponse, etc. Il y a plein de petits détails, plein de petites possibilités. Mais l'outil Nmap va tester ça pour nous avec les quelques milliers de ports possibles qu'on peut tester. On peut tous les tester, mais nous, on ne va pas s'embêter. Donc, je lui précise, Nmap, je lui donne l'adresse IP. Et là, tout de suite, j'ai deux informations qui arrivent. Je vois que c'est le port 22 et 8000 qui est ouvert. Et là, tout de suite, ça alerte un petit peu parce que autant 22 SSH, c'est quelque chose de très classique, autant 8000 HTTP, c'est bizarre. Parce que normalement, le port HTTP, c'est 80. Donc ça veut dire que là, on est sur quelque chose de custom. Et au-delà de ça, en fait, effectivement, on peut se dire, c'est pas super suffisant. Là, le petit scan que j'ai fait, ça a été super rapide et autres. Mais en fait, il faudrait que je lui précise plus de choses en soi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Et donc, pour ça, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner des options en plus à Nmap, parce que Nmap est un outil très complet. Et on va aller chercher, on va lui demander d'avoir plus d'informations sur le port SSH qui est ouvert et sur le port 8000 qui est ouvert lui aussi. Comme ça, on va avoir peut-être une meilleure idée de comment on va pouvoir les attaquer. Pour ça, j'utilise l'option "-sv" pour voir les versions et je lui précise en fait les ports que je veux scanner. J'ai pas envie de tous les scanner, je veux scanner juste le 22 et le 8000. Donc là maintenant, j'ai des informations en plus. Vous voyez, j'ai plein de choses qui se sont affichées. Et déjà, si on regarde un petit peu le port SSH, on voit OpenSSH Ubuntu. Donc c'est déjà une indication intéressante parce que ça veut dire que les personnes qu'on est en train d'attaquer là directement, en réalité, ils sont sur Linux. Et ça, c'est des informations qui sont cool à avoir parce que déjà, on sait qu'il y a certaines choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Et c'est des choses que je vais garder en note un petit peu sur le côté. Alors, dans la vraie vie, normalement, si on fait un rapport sur un pen test ou des choses comme ça, un audit de sécurité, effectivement, on prend des notes un petit peu plus poussées. Là, je reste sur des choses simples. Et en parlant de simple, on voit que effectivement, ce fameux port 8000, c'est écrit Simple HTTP Python 3. Donc ça a fait écho à l'énoncé. Et en plus, certains d'entre vous, peut-être, connaissent déjà un petit peu cette chose qu'on va tester. Donc, si on a un port 8000 HTTP qui est ouvert, ça veut dire que potentiellement, on a un site internet. Alors, on lui précise l'adresse IP, on rajoute deux points pour préciser en fait le port à checker. Là, c'est le 8000. Et là, au final, on voit qu'on n'a pas d'informations. On a juste écrit Try a more basic connection. Bon, ok, ça veut pas dire grand-chose, enfin, si, ça peut faire écho à des choses, hein, mais en tout cas, il n'y a rien sur ce site. Donc ça veut dire que ce service-là, il n'est pas vraiment fait pour ça. On peut regarder la page source, hein, il n'y a rien, c'est juste du texte.
c'est juste un fichier texte, on pourra rien en extraire. Alors, il y a des possibilités où on pourrait se dire, mais on pourrait rechercher s'il y a des directories après, hein, bien entendu. Mais là, tout de suite, en gros, si vous connaissez pas HTTP simple serveur, bah, en fait, vous pouvez faire des serveurs avec Python 3 de manière assez simple, avec cette commande, python 3-m http.server. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça a lancé un service en tant que localhost, hein, forcément, sur mon adresse IP. C'est pour ça qu'il précise 0000. Mais moi, je peux y accéder depuis mon navigateur. Là, par exemple, je vais taper donc localhost, si je sais bien le taper. Voilà, je vais bien le taper là. 2.8000. Et là, vous voyez ce que je suis en train de voir. En fait, en réalité, c'est les directories, tout ce qui est à l'intérieur de là où j'ai ouvert mon serveur HTTP simple, quoi, on va dire, entre guillemets. Et on voit effectivement que bah, sur mon shell, hein, sur mon terminal, pardon, et ben en fait, on voit que il y a eu une connexion, que j'ai essayé de faire quelque chose. Et moi, bien entendu, si je laissais ce port ouvert là comme ça, bah, en fait, quelqu'un d'autre pourrait essayer de se connecter et faire des choses, récupérer des informations. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait hein, dans les challenges de cybersécurité pour exfiltrer des données, des choses comme ça. Enfin, pas que dans les challenges, hein, dans la vraie vie aussi, on peut exfiltrer des données comme ça. C'est très visible et du coup, bon, bah, souvent on s'est arrêté, mais c'est possible. Donc là, si j'utilise Netcat, qui est un outil justement de connexion, on voit que bah là j'ai réussi à faire quelque chose en localhost 8000. Bon là on voit rien pour le moment parce que bah j'ai pas fait d'action encore. Mais si j'essayais de faire une commande, bah on le verrait en fait directement de mon côté. Euh, donc là je vais essayer de faire ls. Ça ne marche pas bien entendu parce qu'on est sur du HTTP. Il faudrait que je fasse en fait une requête get pour le voir. Mais par contre, je vois de mon côté que effectivement il y a eu une erreur et que j'ai essayé d'accéder à quelque chose. Donc c'est un peu l'idée qu'on va reprendre à ce niveau-là. L'idée du reverse shell. Alors c'est un petit peu simplifié, c'est pas tout à fait ce qui se passe là, mais en gros l'idée c'est que moi, mon ordinateur, je lui envoie à la victime un payload qui va faire en sorte que je prenne le contrôle du coup de la victime. Que en fait la victime, elle me renvoie une connexion. Donc c'est un peu l'idée qu'on essaye de toujours trouver en cybersécurité, même si là c'est un petit peu plus simple, on n'a pas tout à fait ça à faire, mais c'est un peu l'idée générale. Donc du coup je vais utiliser Netcat, je vais me mettre sur la machine et je vois effectivement bah, que sur le port 8000, ça fonctionne. Oh, je peux faire des choses, mais les commandes classiques, que ça soit Linux ou dire c'est pour Windows, ça marche pas. Par contre, je sais que c'est un service Python. Et avec Python, je peux faire par exemple la fonction print, et imaginons 1 plus 1, bah du coup ça devrait me retourner 2. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que là concrètement, en fait, si je fais des commandes de Python, et ben ça fonctionne. Donc c'est bien. Cependant, est-ce que ça m'aide vraiment? Bah oui, ça me donne une indication quand même super intéressante pour justement avoir accès à la machine. Mais si j'essaye de faire des choses comme, je sais pas, euh, on pourrait essayer d'autres commandes. En gros, si j'essaye exit. Alors par contre exit, c'est pas comme ça, je crois. Oui, non, c'est avec parenthèse, parenthèse. On voit que ça ne marche pas, donc ça va pas nous servir globalement. Donc là, on va utiliser le site Reverse Shell Generator. Donc le site Reverse Shell Generator, en fait, c'est un petit site un peu connu en cybersécurité aussi, qui du coup, vous n'avez pas à vous souvenir ou à galère à rechercher quelque part dans les outils de votre distribution Linux. Vous remplacez l'IP. Qui est précisé ici. Donc moi je vais mettre l'IP de ma machine et attention, je parle de la machine qui est à l'intérieur donc de TryHackMe, donc c'est cette adresse IP là. Je vais mettre aussi sur le port 8000, parce que c'est souvent un port utilisé. Et là, je vais regarder, je vais chercher justement pour Python 3. Alors pour Python 3, si je dis pas de bêtises, normalement il y a plusieurs possibilités. Ouais, c'est ça, il y a deux possibilités. Moi, je vais prendre plutôt la deuxième, parce que l'autre avec le export, etc., pas sûr que ça passe. Alors que là, avec le import socket et tout ça, normalement, ça devrait être bon. Je prends que ce qui est entre quotes, hein, parce que j'ai pas besoin de faire Python 3-c, puisque je suis déjà dans quelque chose avec Python. Donc là, ce que je vais mettre en place, c'est maintenant ce qu'on appelle un listener en anglais. Vous m'excuserez de la prononciation. Donc c'est netcat avec l'option lvnp. Et du coup, c'est là où je vais attendre le retour de justement de la connexion. Donc je mets mon payload
Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Je me suis connecté à la machine. Je peux taper des commandes Linux. Je vois que je peux faire ls, whoami, pwd. Donc je vois que je suis en route. C'est pour ça que le ls fonctionne pas. Mais ça me permet de faire des choses. Il faut savoir que là, le shell qu'on a, il n'est pas upgrade, il n'est pas terrible, parce que je peux pas faire, par exemple, flèche de gauche pour revenir en arrière, des choses comme ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de faire des petites commandes qui vont me permettre, en réalité, d'améliorer mon shell pour pouvoir le manipuler un petit peu plus facilement, entre guillemets. Donc, on commence par faire une petite commande en Python, on met en CTRL Z, donc on met en arrière-plan les choses, et ensuite on doit rentrer deux, trois petites choses, repasser avec FG sur foreground, et après, bah, du coup, comme ça, j'aurai un shell un petit peu plus pratique, et au moins je peux pas faire trop de conneries, on va dire, pour perdre la connexion. Ce qui est pas grave si je perds la connexion, puisque je pourrais me reconnecter. Mais bon, techniquement, c'est pas terrible, c'est chiant et j'ai pas envie. Mais là, vous voyez maintenant, je peux revenir en arrière sans problème. Je peux faire aussi donc mes commandes, hein, comme j'ai pu faire. Bon, il y a une limitation, c'est que je suis toujours dans route, donc j'ai pas tous les droits là où je suis. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de trouver un petit peu quelque chose, quoi. Quelque chose qui peut m'aider. Donc, souvent, on aime bien utiliser la commande find, name ou iname. Alors, iname, c'est un peu mieux parce que c'est pas case sensitive, si je dis pas de bêtises. Donc, si j'essaye de chercher un peu, bah, par exemple, des fichiers de config avec un wildcards pour voir des choses comme ça, et ben, tout en mettant aussi, je vais mettre les messages d'erreur les STDR en dev nul, comme ça, je les ai pas affichés. Mais on voit que le problème, c'est que là, bon, ma commande, elle est pas terrible. Et en fait, là, tout ce qu'on est en train de faire, ça va être une partie de recherche, d'essayer de trouver des informations, trouver des mots de passe, trouver des clés SSH, trouver plein de choses. Là, je vous passe un petit peu tout ça, mais en gros, si vous voulez, dans l'idée, il y a quelques directories où on regarde souvent. On va regarder dans Etsy, dans Dev, dans var, user, même dans tmp, etc., etc. On va même regarder aussi dans opt. Enfin, on va essayer de regarder dans quelques petites choses comme ça, directory au fur et à mesure. Bon, il faut savoir que cette machine, je l'ai fait avant de faire cette vidéo, donc je sais déjà où il faut aller, mais là, c'est la partie un peu longue parfois, d'essayer de retrouver des informations. Et là, justement, en allant dans Opt, en faisant des commandes avec Find, pendant ma première fois que je fais cette machine, j'ai réussi à trouver quelque chose d'intéressant. J'ai réussi à trouver, il faut que je fasse LA par contre, j'ai réussi à trouver un point Git. Et un point Git, c'est toujours intéressant parce que parfois, les gens font des conneries dans leur point Git et ils laissent des choses intéressantes. Et surtout dans une section qui est config. Alors après, on peut aussi aller voir potentiellement. Au-delà de config, il y a d'autres choses, hein. Mais là, ici, dans ce cas-là, c'est dans config qu'on va trouver des informations assez intéressantes. On va trouver, en réalité, des users. Donc déjà un premier, José Mario, José Mario, je ne sais pas, on ne sait pas. Et Think. Et là, avec Think, c'est cool parce qu'on a même carrément un password. Alors ça, c'est des informations qu'on aime bien aussi mettre de côté, garder, parce que ça peut nous aider un peu dans cette genre d'enquête où on essaye de trouver des choses. Donc en user, on a le root. Bon, c'est l'administrateur, c'est normal, on l'a tout le temps. Et on a José, José Mario, José Mario, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle nationalité il est, je ne sais pas comment on prononce ça. Et on a Fink. Et José Mario, c'est marrant parce qu'on nous précise quand même son GitHub. Donc bon, @github.com, bof, mais je vais quand même le prendre en note parce que ça peut aider dans l'enquête, surtout on nous a parlé dans l'énoncé de plusieurs choses comme ça un petit peu. Et donc Think, bah, c'est parfait, parce que Think, c'est un utilisateur où j'ai le mot de passe. Donc c'est cool, parce que je vais pouvoir bah, me connecter en étant Think, parce que là pour le moment je suis www-data, donc j'ai pas tous les droits, toutes les permissions. Et en fait c'est même la première partie du challenge qui est résolue là, hein, concrètement. Mais maintenant, comment on fait? Parce que même si j'ai le mot de passe, c'est sympa, mais en fait, il faut se rappeler que j'ai une connexion SSH possible. Et alors, on pourrait se dire que, bah, peut-être, c'est pas sûr, mais bon, il y a de grandes chances que le mot de passe, il a été réutilisé. Et ça, c'est une très mauvaise pratique de cybersécurité. Je vous redirige vers ma vidéo sur les mots de passe, entre autres. Mais en gros, ouais, c'est pas terrible. Donc, on va essayer. Et ça fonctionne.
On est bien Think sur Pirate, on le voit hein, dans le terminal. Si je peux faire aussi Who am I hein, si je veux revalider, donc on voit bien Think et PWD, etc. Je vois les choses. Et effectivement, en fait, là, c'est la première partie du challenge qui est résolue avec le user.txt. Ça, c'est ce que vous avez besoin de donner au site TryHackMe ou au site où vous faites un CTF, un capture de flag. Le premier flag, c'est souvent le user.txt et c'est en fait tout simplement une première validation. Ça veut dire que maintenant vous avez un foothold, vous avez un pied dans la porte et vous pouvez faire des choses. Maintenant, on va chercher d'autres infos, on va essayer de chercher d'autres choses. Là aussi, je vous épargne un peu toute la partie recherche qui m'a pris pas mal de temps, honnêtement, la première fois, parce que c'est très long parfois, et surtout que je savais pas trop où chercher. Mais dans var, il se trouve qu'il y a un fichier mail, et il se trouve qu'il y en a un seul qui est lisible par Think, et du coup, c'est marrant parce que dedans, il y a pas mal d'informations très intéressantes. On retrouve José, et on voit qu'il nous dit qu'il a installé un rat qui a été posté sur GitHub et que du coup il va le tester dans la soirée qu'il faut pas s'inquiéter. Pas du tout suspect. C'est un peu bizarre cette histoire déjà, hein, je vous le dis, c'est quand même très très bizarre. Mais bon, on apprend des choses, on voit aussi débile admin. Ça c'est très important de le noter parce que c'est sûr que c'est une information très très importante, bien entendu, euh, c'est sûr. Bref. Du coup, là, qu'est-ce que c'est qu'un RAT? En fait, RAT, c'est pour Remote Access Trojan. Donc, c'est un malware, hein, concrètement. C'est un malware qui permet aux hackers d'avoir une connexion à votre système. Donc, c'est pas bien. Il faut pas en avoir, il faut pas tester, il faut pas faire ce qu'ils font. Et si on va sur GitHub et qu'on regarde José Mario, bah effectivement, on trouve Pirate, si on essaye un peu en anglais, et on voit que c'est un outil qui a été développé par José. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que c'est le même nom que la machine. Est-ce que c'est un hasard? Non. Et en fait, effectivement, on voit que c'est un outil de base fait pour les CTF, mais en gros, il nous explique que donc c'est un rootkit, donc ça permet en fait d'aider à avoir des choses, des informations, etc. Donc c'est un petit outil que la personne qui a créé cette machine, qui a créé ce challenge de cybersécurité, a réalisé aussi de son côté. Et on voit plusieurs informations. On peut taper en fait admin, on peut taper shell, et on voit que c'est Python interactif. Donc ça veut dire que en fait on avait déjà des choses dessus. Et en fait, on se rend compte que depuis le départ, j'avais pas besoin de faire tout ce que j'ai fait avec le reverse shell. Si j'avais tapé juste shell, bah en fait, j'étais déjà www data et j'avais déjà un pied dans la machine et je pouvais déjà faire des recherches et autres. Mais bon, là, on sait que avec ça, ça ne nous sert à rien. On a aussi déjà un accès maintenant avec Think, donc maintenant on va essayer de voir ce que ça fait quand on tape admin, parce que c'est une des commandes qui est donnée dans la page GitHub. On me demande un password, j'essaye admin 1, 2, 3 peut-être. Non, toujours pas. QWERTY? Non, toujours pas non plus, mais on aura essayé. Mais en tout cas, on sait qu'on a un password à mettre. Et dans ce password à mettre, en fait, en réalité, on nous avait déjà prévenu dans l'énoncé qu'il faut faire du fuzzing, donc en gros, une genre d'attaque de brute force. Donc j'ai un petit script Python que j'ai récupéré, pour être tout à fait honnête avec vous, avec une IA, hein, qui était horrible d'ailleurs parce que j'ai dû le corriger sur deux, trois petites choses un petit peu chiantes, mais bon. Et là, je le lance et ça essaye plein de mots de passe et ça trouve justement ABC 123. Donc maintenant, ça y est, je peux me connecter avec admin, je mets ABC123, donc j'ai fait du brute force avec une liste, et ça y est, je suis connecté, il faut que je retape shell, et ça y est, le challenge est résolu, je suis administrateur, vous voyez quand je fais who am I, je suis root, donc j'ai les pleins pouvoirs sur la machine, c'est la fin de ce challenge. J'espère que celui-ci vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos.